Bonjour à tous, c'est Dre. Aujourd'hui on parle du sujet que vous avez choisi, comment créer un bon système de vote. Mais avant ça, il faut se dire que la question n'est pas tout à fait pertinente. Avant de savoir comment créer un bon système de vote, il faudrait peut-être savoir si un bon système de vote existe. Et si c'est le cas, vérifier qu'il ne soit pas unique, parce que s'il est unique, la question n'a pas de sens. Et seulement à ce moment-là, on peut se demander comment créer un bon système de vote. Et vous verrez, on n'en arrivera pas là. Il n'existe aucun bon système de vote. Ça veut dire que tu les as fait voter avec un mauvais système de vote? Bah oui. Pour ceux qui n'ont pas participé au vote, j'ai utilisé le système du site Stropol en activant la possibilité de voter pour plusieurs options. Vous aviez donc la liste des sujets et vous mettiez un vote pour tous les sujets qui vous intéressaient. À la fin, on prenait simplement le sujet qui avait récolté le plus de voix. J'ai relevé 3 défauts à ce système. D'abord, si quelqu'un a choisi de mettre 20 voix, il aura plus d'importance qu'une personne qui n'en a mis qu'une seule. Toutes les personnes ne se valent donc pas. Toutefois, il y a moyen de régler ce problème en mettant par exemple que chacun a une valeur à donner, mettons 100 points, répartis entre tous les sujets qu'il choisit. Ainsi, si une personne vote uniquement pour comment créer un bon système de vote, il fait gagner 100 points à ce sujet. Là où si quelqu'un d'autre vote pour le système de vote et pour comment gagner au jeu le loup-garou en une nuit, il fait gagner 50 points à chacun des sujets. Ce système, dit pondéré, est déjà utilisé par Google pour calculer l'importance des pages internet. Et c'est un système plutôt efficace. Mais ça, c'est un autre sujet. Le deuxième problème, c'est que certaines personnes ne voulaient pas voir gagner certains sujets et ont voté contre ce sujet. Soit ils ont voté pour tous les autres sujets, soit pour ses concurrents principaux. Ça veut dire qu'à aucun moment, la personne qui a voté ainsi n'a montré ses réelles préférences. C'est dommage quand même. C'était pourtant le but du vote. Elle a fait ce qu'on appelle un vote utile. Ce biais-là, c'est de voter contre un sujet et non pas pour ce qu'on veut réellement voir gagner. On donnera un exemple plus tard. Le troisième problème, c'est que même si ce sujet a gagné, il n'y a pas une personne sur 3 qui a voté pour. J'estime qu'il a gagné avec environ 20% des voix. À quoi ça rime de faire gagner un sujet où 80% des personnes sont contre, sans compter ceux qui ont voté utile? Donc c'était pas vraiment un bon système de vote. Après certes, il y avait pire, j'aurais pu prendre comme résultat le premier vote de la 100e personne ayant participé. Même si il est pas très moral pour des raisons évidentes. Quoique mathématiquement, son seul défaut est s'il y a moins de 100 votes. Essayons donc de construire un bon système de vote. Et pour ça, n'y allons pas en tant que mathématicien, mais allons-y comme tout le monde. Quand on parle de vote, on parle d'une préférence qu'a un individu pour un sujet donné. On écrirait par exemple A plus grand que B, plus grand que C, ce qui se lirait que A est préféré à B, qui est préféré à C. La question du vote et la problématique n'apparaît qu'à partir de 3 possibilités et reste la même après. Donc, contentons-nous de 3 possibilités. Précisons qu'évidemment, le système de vote doit être défini avant d'avoir les résultats du vote. Et donc, il doit fonctionner dans tous les cas. J'ai repris cet exemple d'une page Wikipédia et je l'ai fortement étoffé. On a 60 votes répartis comme suit. 23 ont voté pour A préféré à C, préféré à B. 19 ont voté pour B préféré à C, préféré à A. 16 ont voté pour C préféré à B, préféré à A. Et 2 ont voté pour C préféré à A, préféré à B. Et 0 pour les autres possibilités. Commençons avec une première possibilité, le système classique. On va simplement regarder la première préférence de chaque personne et compter combien chaque possibilité a récolté de voix. On a donc 23 personnes qui ont voté en premier lieu pour A, 19 pour B et 18 pour C, et on ordonne donc A plus grand que B, plus grand que C. Sauf que quand on regarde plus en détail, on se rend compte qu'on a 35 fois B qui est préféré à A, soit plus de la moitié, et 37 fois C qui est préféré à A, soit encore plus alors que C était la plus mauvaise des possibilités. Le problème réside dans le fait que quand A n'était pas préféré, il était très mal classé. On pourrait faire un deuxième système qui se baserait sur ses préférences binaires. Hormis le cas de l'égalité parfaite, on a soit que A est préféré à B, soit que B est préféré à A. Il suffirait de regarder alors lequel des deux revient le plus souvent et de le garder. Dans ce cas-ci, on a eu 25 fois A préféré à B et 35 fois B préféré à A. On retient donc que B est préféré à A. On a déjà fait de même pour le reste et on obtient le classement C préféré à B, préféré à A.
Hormis le petit détail insignifiant qu'on a l'exact opposé du premier résultat, on a de la chance qu'on ait pu boucler la boucle. On avait C plus grand que B, B plus grand que A, et heureusement C était bien plus grand que A. Sauf qu'il arrive dans certains cas où ça ne se ferme pas. Regardez, j'ai créé un exemple où on a A qui est préféré à B, B qui est préféré à C, et C qui est préféré à A. La relation est non transitive. On se serait attendu si A était préféré à B qui était préféré à C, on se serait attendu que A était préféré à C. Et pourtant ce n'est pas le cas. C'est exactement le problème du pierre papier ciseaux ou des 3 Pokémon du starter. Quand il y en a un qui bat un autre, il se fait battre par le troisième. François Sauvageau, mathématicien et professeur, avait présenté le problème en prenant l'exemple de Malfoy et de ses 2 laquais, Crabbe et Goyle. Pour savoir qui dirigerait le groupe, il ferait une compétition et celui qui l'emporterait deviendrait le dirigeant. Malfoy leur dit alors « Il y a 3 armes, vous en prenez 2, vous les choisissez et moi je prends la 3e. C'est honnête. Ensuite, pour vraiment que vous ayez le maximum de chance, vous vous battez entre vous et le meilleur et seulement le meilleur d'entre vous vient m'affronter. » Malin quand même. Bah oui, parce qu'il va gagner à 100% de chance. Si les 3 armes sont pierre, papier, ciseaux, Malfoy gagnera à chaque fois. C'est ce qu'on appelle un problème de non-transitivité. Et si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers une vidéo de Micmac à ce sujet qui est vraiment très intéressante. En attendant, ce paradoxe a tué notre système de vote. Attaquons-nous donc à des systèmes un peu plus élaborés et commençons par démonter le système français. Le système français, c'est pas compliqué, hein. Vous faites 2 tours. Au premier, vous sélectionnez les 2 meilleurs candidats et au second tour, vous les faites combattre pour savoir lequel sera le meilleur. Si on reprend une dernière fois notre exemple du début, on avait qu'en comptant simplement, A était préféré à B qui était préféré à C. Donc A et B sont sélectionnés pour le second tour et là, surprise, c'est B qui l'emporte contre A avec 35 voix contre 25. Bon, hormis le fait que nos 3 systèmes de vote présentés donnent 3 résultats différents sur 3 possibilités, on peut surtout se demander qu'est-ce qui fait que B soit élu alors qu'il n'a ni le plus de voix, ni les préférences par rapport aux autres candidats. Deuxième problème, on revient sur le problème du vote utile. Au premier tour, assez peu, mais au deuxième tour, énormément. Souvenez-vous des dernières élections. 2017, Macron contre Le Pen. Toute une partie des électeurs de Macron ont en réalité voté contre Le Pen. Et puis il y a des sondages qui nous disent qu'il n'est pas extrêmement favorable. Tu m'étonnes. Il y a une différence non quantifiable entre voter pour Macron ou voter contre Le Pen. Alors, légitime ou pas le nouveau président? Perso, je m'en fous. En tant que mathématicien, je suis juste là pour ouvrir les questions, pas pour y répondre. Hashtag guerre dans les commentaires. Allez, passons au système des États-Unis. Si on simplifie un petit peu, ils font ce qu'on appelle un vote fragmenté. Donc vous prenez vos électeurs et vous les répartissez en différents paquets, les États, et vous regardez pour chaque candidat combien d'États il gagne. Mais ce système n'est pas spécialement meilleur. Regardez bien cette situation avec un candidat bleu et un candidat orange. Le bleu gagne avec 55% dans 3 cas sur 5 et perd seulement avec 2 et 3% dans les autres cas. Alors certes, avec leur système de vote, ils gagnent. Mais si on fait le total des votes, imaginons qu'il y avait 500 électeurs, il n'a que 170 sur 500. Et voilà comment en 2017, Trump gagne face à Clinton. Bon, il fonctionne pas non plus ce système. Alors essayons un dernier système un peu plus exotique, avec l'Irlande. En Irlande, ils demandent à chacun des électeurs de classer les candidats par ordre de préférence, comme on avait défini le vote. Et puis, ils regardent dans l'entièreté des bulletins lequel des électeurs, à la première ligne, revient le moins souvent. Celui-là, il l'élimine, il a perdu, on l'efface de toutes les premières lignes et de tous les bulletins, même dans les lignes secondaires. Ça veut dire que ceux qui ont voté pour lui en première place, ils font un report de vote et on vote pour le deuxième. Et puis on refait la même chose, et on élimine encore un candidat, on recommence ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul candidat, et lui, il a gagné. Par exemple, prenons ce cas de 5 personnes qui ont voté parmi 3 propositions A, B et C. On regarde à la première ligne, B et C ont chacun eu 2 voix, et A une seule, donc A est éliminé, on le retire de tous les bulletins de vote. On refait la même chose, c'est C qui est éliminé, et il ne reste que B, donc B a gagné. Le vice de ce système est un peu particulier. Regardez ce qui se serait passé si C ne s'était pas présenté à ces élections. Et oui, A l'emporte devant B. La préférence de A et B change en fonction de C, sans pour autant que le peuple n'ait changé ses préférences.
C'est pas logique. Regardez. Avec, sans, gagné, perdu, gagné, perdu. C'est ce qu'on appelle la dépendance aux alternatives non pertinentes. La préférence entre deux candidats change en fonction de la présence ou l'absence d'une troisième. Et voilà, avec tout ça, on n'a toujours pas trouvé un bon système de vote. On a même essayé des systèmes plus élaborés, pas moyen d'en montrer un qui fonctionne bien. On ne sait toujours pas affirmer qu'il existe un bon système de vote. Bon, il est temps de théoriser tout ça et de conclure. Je vais vous montrer un petit peu quels sont les différents outils mathématiques qu'on va utiliser. Mais si vous n'êtes pas plus familier que ça avec, c'est pas grave, c'est juste à titre informatif, n'y prêtez pas plus attention. Si on prend un vote de n personnes parmi m possibilités, il nous faut forcément l'ensemble des possibilités. Il nous faut numéroter les personnes qui vont voter de 1 à n. Il nous faut une relation d'ordre, du style A plus grand que B voudrait dire A est préféré à B, où A et B sont évidemment des possibilités. Il nous faudrait l'ensemble des votes possibles et des résultats possibles qu'on va noter θ. Et enfin, chacune des n votants va avoir un vote qu'on va noter θi pour la ième personne qui vote. Et enfin, le but du système de vote, c'est de transformer les n votes qu'on avait en un résultat, qui est une préférence aussi. Et donc, c'est faire une fonction qui va de θ exposant n dans θ. On a parlé aussi de plein de concepts, on va un petit peu les définir. D'abord, on veut que notre vote soit unanime. Ça veut dire que si tout le monde vote pour la même personne, c'est cette personne qui doit être élue. Logique. Deuxièmement, on veut qu'il soit universel. Chaque vote compte, interdit d'annuler certains votes. Ça me semble évident. Ensuite, comme le problème de l'Irlande, on veut que notre vote soit indépendant aux alternatives non pertinentes. Et enfin, on a parlé du vote utile, on veut que le vote représente la vraie préférence de la personne. Et voilà, on a tout ce qu'il faut pour conclure. 3 théorèmes viennent clore le sujet. Le premier théorème est le théorème de Arrow, qui est un économiste américain, en 1951. Ce théorème dit que si un système de vote respecte le principe d'unanimité et de non-dépendance aux alternatives pertinentes, alors c'est d'office une dictature. Ce qu'on entend par dictature, c'est qu'il existe une des personnes qui a voté, dont le vote est le résultat final, et que s'il avait changé son vote, alors le résultat final aurait changé également. C'est pas exactement la même notion qu'on connaît dans la vie de tous les jours. Mais ce qui est génial avec ce théorème, c'est qu'il nous dit que si un système de vote est unanime, alors soit il est dépendant aux alternatives non pertinentes, soit c'est une dictature. Ce théorème fait déjà de l'ombre à la démocratie. Mais quelques années plus tard, dans les années 70, un deuxième théorème va tomber. C'est le théorème de Gibard-Satterthwaite. Alan Gibard est un philosophe et Mark Satterthwaite est économiste. Le théorème dit qu'avec au moins 3 possibilités, si on veut éviter le problème du vote utile, la seule solution est la dictature. Le dernier théorème, à nouveau de Gibard, nous dit que si on s'autorise l'intervention du hasard, alors le seul système qui est unanime, anonyme et qui évite le dilemme du vote utile, c'est la dictature aléatoire. La dictature aléatoire, c'est pas compliqué. Vous prenez tous les votes, vous mettez dans un grand sac, on mélange et hop, t'as gagné! Évidemment, il est unanime, puisque si tout le monde a voté pour la même chose, la personne que vous tirez aussi. Et pour le dilemme du vote utile, il vaut mieux voter pour la personne que vous voulez vraiment, parce que si c'est votre vote qui est tiré, c'est pas facile. Votre vote, c'est pas facile à dire non plus. Notez bien que ce sont des théorèmes, ce qui veut dire qu'ils ont été prouvés et que leur véracité est indiscutable. Ça veut dire que dès que vous essayerez de faire un système qui combine unanimité et des choses évidentes comme le vote utile ou l'indépendance aux alternatives non pertinentes, vous ne tomberez d'office que sur la dictature. Donc voilà, j'ai répondu à la question de la vidéo. Comment créer un bon système de vote? Faites une dictature! Forcément, ces théorèmes n'ont jamais engagé aucun avis politique des mathématiciens. Nous, on est juste là pour étudier le système et pas pour trouver des solutions.
J'ai vraiment adoré bosser sur ces vidéos, parce que j'avais pas vraiment l'impression de faire des mathématiques comme d'habitude. Et puis quelque part c'était un jeu, parce que les théorèmes nous disent que soit on a une dictature, soit on ne respecte pas le problème du vote utile et de l'indépendance par rapport aux alternatives non pertinentes. Ça veut dire que en fait, soit le système est une dictature, soit moi je devais trouver en quoi est-ce qu'il ne répondait pas à un de ces critères. Et c'est un jeu que je vous invite à faire, parce que dans tous les systèmes que je vous ai présentés, je ne pense pas qu'il y avait de dictature, et donc vous pouvez par exemple vous amuser à chercher en quoi ils sont bien dépendants aux alternatives non pertinentes, comme pour le cas de l'Irlande. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère avant tout qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à me montrer votre soutien dans les commentaires, dans Facebook ou dans Twitter, ou en partageant la vidéo simplement. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et je vais terminer par un énorme merci aux tipeurs pour leur soutien. Et n'oublie pas, comprends tes maths, mais surtout, vis tes maths.